Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, bienvenue dans ce nouveau 100% dans lequel nous aurons non seulement le plaisir de retrouver la critique de Dodonpachi Daifukatsu Black Label, mais aussi mon souvenir, temps perdu, Retro Magic. Pour commencer, il y a les news et après une surprise. On commence ces news d'une bien belle manière avec le dernier trailer en date de Queen's Gate, Spiral Chaos. Ce titre uniquement destiné au Japon et développé par Namco Bandai, dans la même lignée que le célèbre Queen's Blade, proposera toujours un casting 100% féminin, avec toutefois des têtes issues d'autres licences bien connues. On retrouvera par exemple Ivy de Soul Calibur, Dizzy de Guilty Gear ou encore la délicieuse Shiranui Mai qu'on ne présente plus. Queen's Gate sur PSP empruntera visiblement pas mal d'éléments de gameplay au Super Robot Tyson, à l'image de ses attaques spectaculaires qui laissent difficilement indifférent. Bref, du bouncing boobs sur fond de tactical, j'en connais un qui devrait être content. Plus on approche de la sortie de Top Spin 4, plus les informations sont nombreuses. Aujourd'hui, nous avons un aperçu du mode World Tour. Ce mode permettra aux joueurs de s'affronter en ligne, que ce soit dans de simples matchs ou dans de véritables tournois, avec un fort aspect communautaire. Chaque semaine, un numéro 1 mondial sera élu. Une initiative susceptible de scotcher les joueurs à leur écran. Pour savoir ce que vaut Top Spin 4 manette en main, il faudra attendre sa sortie dans une dizaine de jours, et bien sûr la critique sur No Life. Après avoir présenté le soldat de la République et l'agent impérial, BioWare nous présente une nouvelle classe de son MMORPG se déroulant dans l'univers de Star Wars. Nous avons donc un aperçu des capacités du chasseur de primes. Pas de grande surprise, c'est comme dans les films. Ces mercenaires traquent des criminels pour récupérer la prime sur leur tête. Ils pourront geler leurs ennemis ou bien utiliser leur jetpack pour encore plus d'efficacité et bien sûr tirer sur tout ce qui bouge avec leur blaster. Nous avons encore le temps de découvrir les autres classes, Star Wars The Old Republic n'ayant pas encore de date de sortie officielle. Après ces news bien neuves, nous passons à la critique de Dodonpachi Daifukatsu Black Label. Alors bon, vous aurez remarqué, j'ai bien dit Daifukatsu, j'ai pas dit Defukatsu. Hein. Donc c'est pour ça, comme j'entends autour de moi beaucoup de gens qui s'ingénient à prononcer mal le japonais, je me suis dit, tant qu'à faire, profitons que je sois là, quand même, pour un petit peu aider les gens à frimer en soirée et à éviter aussi certaines fois de passer pour des gros blaireaux. N'ayons pas peur des mots. Donc, dès la fin de la critique de Dodonpachi Daifukatsu Black Label, un petit cours de japonais. Cave n'évolue pas dans la même sphère médiatique qu'Electronic Arts, c'est un fait. Pourtant, à chaque sortie d'un de ses titres sur 360 japonaises, il n'est pas rare de voir apparaître le nom du studio dans le top 20 des meilleures ventes. Un très bon score compte tenu de ce marché de niche qui illustre bien son statut de studio culte. Il y a maintenant près de 3 ans, Dodonpachi Daifukatsu sortait sur PCB, en arcade donc. Une distribution avant tout destinée aux professionnels, pour peu que l'on considère rédhibitoire l'équipement requis et son prix tournant à l'époque du côté des 1500 €. 3 semaines après sa mise en exploitation en salle, un joueur arrive à atteindre le score maximal dès la fin du premier loop. Et un safe spot est découvert sur le True Last Boss, un safe spot étant une microzone où le joueur est intouchable. Fin juin 2008, une version 1.5 corrige alors ses erreurs de jeunesse. Cave en profite même pour satisfaire d'autres demandes, en incorporant notamment l'hélicoptère vert, disparu depuis Daiojo, l'épisode précédent. Et c'est en 2010 que sort le Black Label, une version repensée et plus axée sur le scoring. Quelques mois après, la Xbox 360 japonaise accueille enfin le Graal. Et voilà que le studio nippon nous livre une ultime version ce mois-ci, regroupant tous les updates du jeu en plus de bénéficier d'un Arrange Mode. 2011 est donc plus que jamais l'année de la boulette. Cave est célèbre pour ses histoires soit absurdes, soit stéréotypées jusqu'à la moelle. Dodonpachi Daifukatsu appartient plutôt à cette seconde catégorie. Après l'assaut de Lunapolis, la paix semble avoir été restaurée. La légendaire troupe Donpachi rejoint son QG situé dans un pli de l'espace-temps. 6 ans plus tard, des anomalies sont détectées dans le tissu espace-temps, mais les tests ne révèlent rien.
Néanmoins, un technicien examine de plus près l'anomalie et découvre que quelque chose s'est infiltré dans les systèmes informatiques du QG et utilise les portails pour propager rapidement le virus. Le virus s'avère en fait être le programme... Non, attendez, franchement, vous voulez la suite ? Bon, en gros, les pilotes super trop forts de Donpachi retournent en 2008 pour massacrer gaiement des poupées géantes. Y a pas de sous-métier, nous dit-on. Né descendre de Toaplan, l'auteur de Batsugan, que certains considèrent parfois comme le premier Manic Shooter, Kev réalise avec Donpachi son premier jeu. Sorti en 1995, ce titre consacrait le Danmaku, rideau de balle en japonais, comme genre souverain de la nouvelle génération de shoot'em up. Donpachi impressionnait par l'originalité de ses patterns, son gameplay jouissif entre l'esquive chirurgicale et rapide et les combos réalisables. Dodonpachi Dai Fukatsu est le 4e véritable épisode, après Dai Ojo, si l'on accepte Dodonpachi 2, développé par le studio taïwanais IGS pour son système, l'IGS PGM. L'écran titre vous propose 3 types de jeux, Black Label, Novice et Arrange. Black Label et Novice sont les modes classiques, et seul le niveau de difficulté les distingue. Quant au mode Arrange, il mêle l'univers de Dodonpachi au gameplay de Ketsui, un titre Cave sorti il y a quelques années déjà. Mais commençons par les 2 modes classiques. À l'instar du premier épisode, 3 vaisseaux sont sélectionnables. Le célèbre avion rouge, souvent utilisé par les joueurs aguerris, est très puissant, mais il pêche par sa mobilité réduite et par son tir, qui ne balaye que droit devant. Il faut donc être un roi de l'esquive pour profiter pleinement de sa puissance de frappe. Le vaisseau bleu est en quelque sorte l'antagoniste du rouge. Son tir de base arrose littéralement l'écran, ce qui rend les niveaux, en particulier les premiers, plus faciles. Sa puissance est évidemment pensée en conséquence, ce qui le rend moins efficace contre les boss. Un appareil idéal pour débuter. Enfin, l'hélico vert présente plus d'homogénéité et dispose de modules orientables. Une fois votre arme de guerre choisie, ne pensez pas embarquer illico dans l'enfer de Dai Fukatsu. Il vous faudra encore choisir votre mode de jeu. Ce dernier détermine à la fois le gameplay, mais aussi le niveau de difficulté. Le premier s'appelle Bombe. Il s'agit du mode le plus facile, on peut activer ou désactiver l'autobombe, qui permet d'utiliser automatiquement une bombe à la moindre touchette. Idéal pour les débutants donc. Sécurisant certes, mais Cave équilibre intelligemment son gameplay. En effet, les bombes automatiques sont peu puissantes et n'ont pour but que de vous protéger. A contrario, la bombe manuelle fait plus de dégâts. Quoi qu'il arrive, elle brise votre chain, incitant le joueur à la prise de risque. Le second mode est trompeur, puisqu'il s'appelle Power. Ah, ça, on se sent invincible en le choisissant. Et comment dire, on se fait doucement tromper sur la marchandise. Car en Power, vous n'avez aucune bombe. Inutile de chercher bien loin, il faut être excellent. Heureusement, ce mode n'est pas là seulement pour les masochistes et offre quelques avantages. En le choisissant, votre vaisseau est armé d'un second tir, le Boost, qui se distingue du normal. À l'aide d'un simple bouton, on bascule ainsi d'un mode à l'autre. Dans Boost, vos déplacements sont ralentis, mais vos tirs sont plus puissants. Cette bascule entre vitesse et puissance, base de la série, trouve ici une sorte de pinacle effrayant. Dodonpachi Dai Fukatsu devient la démonstration physique et hallucinogène d'un Danmaku dans toute sa splendeur. Les boss, eux, sont alors dignes d'un festin rabelaisien. Remarquez la paternité avec Ikaruga. Dans le jeu de Treasure, il fallait rapidement basculer d'une polarité de couleur à l'autre. Cette sensation de bascule se retrouve ici entre le mode boost et normal et le type de tir shoot et laser. Car seul votre laser pourra repousser les lasers ennemis, plutôt utile. Dai Fukatsu va donc au-delà des autoréférences et revendique sans complexe l'influence d'Ikaruga, qu'Ikeda Tsumeki, l'un des développeurs clés de Cave, considère comme une pièce de génie. Et vient le troisième mode, appelé Strong. Bien que disposant d'une puissance supérieure au mode Power et d'un stock de bombes égal au mode bombe, ce mode est très difficile, les ennemis nous noyant sous une épaisse pluie de boulettes. Dai Fukatsu Black Label introduit bien sûr de nouveaux éléments de gameplay. Et on commence avec votre barre d'hyper apparue dans Dai Ojo, l'épisode précédent. L'hyper est un gros power-up provisoire, que l'on peut utiliser dans sa version laser ou shot. Autre nouveauté, la jauge de rank. Pour alimenter cette gourmande, il faudra balancer la sauce à plein régime. Car il convient de préciser que dans ce shmup, il est possible de tirer rapidement en shot avec un bouton, et de concentrer son tir en laser avec un autre. Pour finalement utiliser les deux en même temps.
Ce tir associé vous permet alors de nourrir la barre de rank. Attention, il y a un risque tout de même, car cette dernière augmente rapidement, très rapidement. Et plus elle se remplit, plus l'écran se charge de boulettes. Une bonne chose pour les scoreurs, car ces boulettes sont à la base du système de scoring. Le gros de votre score se fonde sur l'annulation des tirs ennemis qui se transforment alors en étoiles. Dans le jargon, on parle de cancel. Mais qu'est-ce qui annule ces chères boulettes? Il y a plusieurs techniques en fait. La première et la plus simple consiste à utiliser son hyper une fois la jauge remplie. Vous pouvez aussi abattre certains gros ennemis, leur explosion permettant souvent d'annuler les boulettes. Enfin, une autre technique est de cueillir les abeilles cachées que l'on peut faire apparaître dans les niveaux. Changeant de couleur à intervalles réguliers, les abeilles vertes remplissent un peu la jauge d'hyper, les dorés cancellent les boulettes, et la courte phase de changement de couleur fait les deux. Mais est-ce que vous voulez vraiment scorer? Oui? Bon, alors passons à l'élément central du score, votre compteur de hits. Les tirs cancellés viennent s'ajouter au nombre de hits, et ils se transforment également en étoiles qui verront leur valeur multipliée par le hit en cours. Du coup, pour voir son score grimper, il faut avoir un compteur très élevé couplé à un rank maximum, qui, rappelons-le, permet d'augmenter le nombre de boulettes à l'écran. Grosso modo, il faut pousser la difficulté du jeu à son maximum, et jouer très stratégiquement en minimisant vos hypers. Parfois, on se sent vraiment débordé, et c'est avec fatalité qu'on se demande pourquoi on a rempli sa jauge de rank. Ne désespérez pas, il y a toujours un moyen pour faire baisser son rank et revenir à une situation plus calme. En fait, il suffit de claquer à peu près tout ce que vous avez, une bombe ou un hyper. Plus radical? Eh ben, il suffit simplement de mourir et ne plus toucher à ce malheureux tir groupé. Dodonpachi Daifukatsu place le bullet cancel au cœur du système. Les adeptes de l'esquive y verront là un défaut, car du coup, la moelle de Daifukatsu consiste bien à annuler les rideaux de balles, souvent magnifiques et qui donnent envie de s'y engouffrer pour se frayer un chemin. Certains sont tellement inventifs qu'il est vraiment dommage de les gâcher. Bien sûr, on pourra toujours s'amuser à ne rien canceller, mais dans ce cas, oubliez votre score. Cette version Xbox 360 est très complète. Beaucoup de joueurs seront surpris par ce troisième mode de jeu qui nous fait revivre Daifukatsu sous l'angle de Ketsui. La Range Mode vous permet en effet de piloter le Tiger Schwert d'Alice Blackburn et Lloyd Evansman. Une énorme initiative qui n'est pas là comme simple gadget. Par contre, adieu le Panzerjäger également présent dans Ketsui. Ketsui est un shoot qui conserve une aura importante dans la ludothèque Cave. Sorti début 2003, il fut longtemps une exclusivité arcade. Adapté sur 360 Jap seulement en 2010 et émulé quelques temps après, ce Danmaku d'une rare finesse est découvert par les shmuppers occidentaux plus de 7 ans après sa sortie en salle. Une éternité. Techniquement daté dès son apparition, Ketsui prenait le parti pris d'une esthétique dépouillée taillée dans l'os. Une note artistique intelligente qui guide vers le cœur du jeu, le gameplay. Et malgré un saut de génération, les joueurs qui n'avaient pas eu les moyens de se procurer le circuit imprimé ont pu découvrir la modernité de ce shoot atypique dans l'histoire de Cave. Tout ça, c'est bien joli, mais comment fonctionne ce mode Arrange? Les ennemis abattus dropent des caisses d'une valeur de 1, 2, 3, 4, 5 et 10. La nouveauté par rapport à Ketsui. Comme dans les modes Novice et Black Label, avec les chains, un compteur apparaît alors. Vous aurez compris l'idée, il faudra amasser un maximum de caisses, et si possible, de niveau 10. Mais comment attraper une caisse de valeur 10? C'est là toute la subtilité de Ketsui. Plus vous êtes proche de l'ennemi lorsque vous le détruisez, plus la valeur sera élevée. Une condition difficile puisqu'elle vous engage à faire du corps à corps. Comme si cela n'était déjà pas difficile, les caisses ne tomberont qu'avec votre tir de base. Le plus technique dans tout ça est la combinaison de cette mécanique de jeu avec la seconde, le système de chain. Terrassez un vaisseau au shot et vous obtiendrez une caisse qui initialise une chaîne que l'on peut maintenir avec le laser. Tant que vous poursuivez votre enchaînement, les caisses droppées seront de la même valeur que la première. Bon, ce mode Arrange, que l'on aurait pu appeler Ketsui-Pachi, n'est pas non plus tout à fait Ketsui. Déjà, vous commencez avec 6 modules au lieu de 4 et l'écran se surcharge très vite d'énormes caisses niveau 10. Mais l'intérêt de ce mode, c'est qu'il demande une nouvelle façon de jouer. Il faudra réapprivoiser votre vaisseau et vos techniques de scoring. Ici, le pied, c'est d'aborder un vaisseau inoffensif, de lui faire un petit shot de rien du tout pour lui aspirer une caisse de 10. Et là, c'est parti pour l'enfer du score. On retient son souffle et d'un coup, on plonge au milieu des boulettes pour enchaîner les gros caissons et maximiser ses points. Plus les niveaux s'enchaînent, plus les patterns intimident. Et l'on ose alors moins se risquer pour choper des gros cubes. On devient plus conservateur, en bordure d'écran, à tenter coûte que coûte de sauver sa peau. Oui, ce mode Arrange est effrayant.
Une excellente idée que d'avoir mêlé les deux univers, même si l'on regrettera de ne pas pouvoir choisir son vaisseau. L'attente aura été longue, mais cette mouture 360 de Dai Fukatsu Black Label s'avère bien complète. Il existe par exemple un mode d'entraînement qui permet aux pros comme aux débutants d'approfondir sa technique en paramétrant au millimètre une partie. Il est ainsi possible de choisir son mode, son vaisseau, le nombre de vies, de bombes, jusqu'à la portion exacte du stage désiré. On peut ainsi étudier en tout confort les patterns ennemis et améliorer son taux de réaction. En un mot, on passe un temps fou à profiter de ce mode d'entraînement, que bien des développeurs devraient à l'avenir intégrer. Ceux qui n'ont jamais joué à un cave pourraient s'affoler face à ces bouquets de pastilles rose bonbons qui pètent à l'écran. Eh bien, rassurez-vous, l'une des forces de cave est d'afficher un nombre important de sprites à l'écran tout en restant lisible. Les premières parties pourront vous surprendre, mais l'œil finit par s'accommoder et l'on se surprendra soi-même à tenter de folles esquives. C'est à Ogata Koji que l'on doit le graphic design. Ogata-san est connu pour avoir travaillé sur la série Boogie Pop Phantom et le chara-design de l'anime Origin. Question musique, Cave a aussi ses inconditionnels. On retrouve à la baguette Namiki Manabu, paré depuis longtemps à l'exercice du shoot. On doit au bonhomme Battle Galega, Armed Police Batrider et de nombreux Cave. Namiki-san est aussi l'auteur de l'OST d'Odin Sphere et des 3 Rebirths de Konami sur WiiWare. Mais Cave n'a pas oublié l'essentiel, à savoir une sensibilité du jeu très élevée. Dégraissé de son habillage, ce Dodonpachi reste d'une profondeur phénoménale. Outre les sous-boss cachés et le mode arrange, Hibachi, le vrai boss de fin du jeu, ou True Last Boss, vous attend plus violent que jamais à la fin de l'unique loop de cette version Black Label. Bon courage si vous visez le All Clear. Dai Fukatsu Black Label est bon, très bon même, mais on peut lui trouver quelques petits défauts. À commencer par le plus classique, mais pourquoi n'est-il pas region free ? On regrettera également que cette version 360 ne propose pas un mode original, transcrivant à l'identique le visuel arcade du System 3 Cave. Ici, tout est lissé en HD, et Dai Fukatsu perd son charme pixel art. A contrario, le développeur a préféré conserver les récentes conversions 360 de Pink Sweets et de Mochi Mochi Pork dans leur jus arcade, sans filtre haute définition. Mais revenons à Dai Fukatsu et nos maigres regrets. Comme vous avez pu le constater, cette version Black Label est très complexe, peut-être trop même, et certains joueurs risquent de se décourager face à tant de paramètres. Le dernier regret que nous pourrions formuler n'en sera pas un pour tout le monde. On aimerait que Cave sorte un peu du style kawaii, Lolita Pop, moe, etc. Les boss aux formes féminines s'intègrent bien au jeu, mais on aurait pu s'en passer. C'est d'autant plus dommage que l'équipe comprend d'anciens membres de Toaplan ou de Raising, dont les univers étaient aussi éclectiques que travaillés au pixel près. Mais Dai Fukatsu Black Label donne envie de s'y investir franchement. C'est finalement l'un des meilleurs compliments que nous pourrions lui faire, tant un shoot se fait sur la durée et se bonifie avec le temps quand il y a profondeur. Et parole de caviste, Dai Fukatsu Black Label se conservera comme un grand vin. Oui, parce qu'en fait, en japonais, quand même, on a de la chance. Parce qu'il n'y a pas possibilité de se tromper quand on lit le mot. Par rapport, par exemple, à l'anglais, enfin, français ou à l'anglais. Un exemple, parce que c'est pas très clair. Quand vous avez, par exemple, EA dans un mot en anglais, ça peut se prononcer E comme dans head, ça peut faire un I comme dans peace. Par contre, en japonais, non. Si vous avez, admettons, un I et un U, ça fait IU. Si vous avez un A et un I, ça fait AI, ça fait pas E. C'est pour ça que tout à l'heure, c'était Dai Fukatsu.一本ですかね、このもうだいぶ僕もいい年なんで思い出の一本というか思い出の100本みたいな感じになっちゃうんですけれどもでも記憶だけ、どういうものが僕にすごい強烈な印象、そのゲームとしてのなんていうのかな、こう歴史を変えさせたかっていうと、ダンジョンマスターという海外のゲームなんですけれども。
あのゲームをやった時に非常に今まで僕がやってきた RPG とかっていうのはまるでこう作られたシナリオの上を歩いていくだけのようなイメージだったんですけれども、自由に行動できて、しかもそのサバイバルを兼ねているっていう、なんか本当にまるで自分がそのテレビ画面の中にいるんじゃないかって錯覚させるようなゲーム性だったんですね。それが僕の中では非常にその自由度を求めるというギルティギアのスタイルにもつながってるのかななんて思うんですけども、そうですね、ダンジョンマスターというのが非常に僕にとっては重要なゲームでした。はい。Oui, parce qu'en français, c'est quand même compliqué, ne serait-ce que les voyelles. Vous avez des e, des ou, des ie, le chien. C'est super difficile à prononcer quand on est japonais. En japonais, par contre, vous avez quoi? Vous avez a, i, ou et o. Bon, le ou, il est à la limite entre le ou et le u. Donc ça fait ou. Voilà, un petit peu comme ça. Mais sinon, après, quand vous le voyez, il n'y a pas de problème. Par exemple... Si vous avez un E, Tekken, voilà, on ne dit pas Tekken, Shoryuken et pas Shoryuken pour la prononciation du E. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Un que j'entends tout le temps, Shonen, hein, le Shonen Jump. Non, c'est le Shonen. Quand même pas compliqué, il n'y a qu'à lire. Bonjour, il fait pas chaud tous les jours et un brin de chauffage ne vous ferait pas de mal. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Attention, cette intro n'est pas valable en cas de rediffusion. Youhou! J'en rêvais déjà il y a 2 semaines et là, c'est fait. Et il fait beau quoi. Bon, ok, on se les pèle encore sévère, mais voir plus de 3 rayons de soleil, ça fait du bien. En même temps, il faut que je vous l'avoue, en ce moment, je suis plus irradié par la luminosité de mon écran d'ordinateur que par notre astre solaire. Alors forcément, quand on me propose de refaire mes muses avec notre étoile préférée, j'approuve. Donc dans Go-Go Sunshine, vous êtes un gentil soleil qui doit faire disparaître les méchants nuages noirs qui ne font qu'à embêter les pauvres gens qui se trouvent en dessous. Pour ce faire, il vous suffit de sauter à pieds joints sur chaque nuage et bah c'est tout. C'est tout et ce sera largement suffisant pour vous occuper car, bien sûr, plein de nouveaux obstacles viendront vous emmêler les souliers. Transmover New Generation, vous n'allez pas le croire, c'est une suite. Et au-delà même du fait que c'est une suite, c'est aussi et surtout un très bon puzzle game. Alors, histoire d'être top original, vous incarnez le petit bonhomme là, et le petit bonhomme en question, il doit attraper la clé là-bas pour ouvrir la porte ici. Mais attention, notre perso finalement, il est moins basique que prévu. En effet, ce petit sacripant possède un transmover. Il lui suffit de tirer sur un bloc vert pour immédiatement échanger sa place avec ce dernier. Je sais, ça ne paraît pas très clair dit comme ça, mais si vous vous concentriez un petit peu plus sur les images, vous comprendriez certainement mieux. Bref, ensuite, à vous de réfléchir à la meilleure manière d'atteindre votre but. Petit détail rigolo en plus, si vous considérez que ça traîne un peu trop, vous pouvez changer votre vitesse en appuyant sur espace. Ça sert pas à grand chose, mais c'est toujours bon à prendre. Des jeux où on tire sur des cibles immobiles, il y en a un paquet. Malheureusement, trop souvent, il est question de zombies sanguinolents et d'explosions de tripailles en tout genre. Du coup, vous en conviendrez, je ne peux me permettre de vous en parler à l'heure où votre progéniture avale difficilement leur repas du soir. Mais heureusement, Ambo, le gentil cochon commando, ne transforme pas ses congénères en saucissons, jambon et autres boudins noirs. Non, il les fait disparaître dans un zouli nuage rose du plus bel effet. Et donc enfin, je peux vous expliquer le concept de ce style de jeu. Il s'agit de massacrer tous vos adversaires à grands coups de flèches explosives, de grenades, de flingues, de Uzi, de TNT et de machettes modèle Super Mouse.
J'aime bien annoncer des bonnes nouvelles et aujourd'hui c'est le cas. Le 3e épisode de la fabuleuse série de Brad Bourne, Fancy Pants Adventure, va sortir sur XBLA et PSN. Et ça fait plaisir. Alors oui, vous vous dites, c'est vache, maintenant il va falloir payer pour jouer à ce petit bijou, etc. etc. Mais dites-vous bien que, et d'une, c'est un peu une sorte de consécration pour un développeur de talent, et de deux, qu'il a promis que la sortie console serait suivie d'une sortie PC gratuite, moins remplie mais bon quand même, hein. Et qu'enfin vous pouvez faire mumuse dès aujourd'hui sur une petite, très petite, démo un peu partout sur le net. Interstellar Marines est un jeu indépendant réalisé par une équipe danoise de 8 personnes. C'est aussi un jeu en développement depuis presque 6 ans qui compte sur les internautes pour arriver à terme. Mais c'est surtout un FPS ultra ambitieux utilisant à merveille le moteur 3D Unity qui fait de plus en plus de miracles sur le web, avec à la clé du jeu en coop et de l'action ne plus savoir comment faire. Pour en savoir plus, je ne peux que vous conseiller de jeter un œil au trailer disponible sur le site officiel, puis de vous précipiter ensuite sur les 2 niveaux d'entraînement disponibles gratuitement. Il est clair que ça ne sera pas un modèle de discrétion, mais ça devrait pouvoir vous occuper très agréablement pendant un bon petit moment. Ce qui, je l'espère, vous permettra de ne pas oublier que, pour gagner plus, jouez plus. Oui, parce que c'est vrai qu'à l'école, quand on est petit, on nous dit A et U, ça fait O et I, ça fait Wa. Vous voyez, c'est compliqué, tandis qu'en japonais, non. Si vous avez un A et un U, ça fait Au, comme dans Yamauchi. Voilà. Si vous avez un O et un I, ça fait Zatoichi, ça fait pas Zatuashi. Hein, c'est pas compliqué. La Gainax, hein, la Gainax, ça n'existe pas, c'est la Gainax. Voilà, kawaii, des petites choses comme ça, mais quand on les entend de manière répétée, c'est vrai que je vous avoue que ça finit par courir sur la patate. Hein. Et par contre, ça c'est marrant, on dit tout le temps Bandai, ça c'est bien, et on dit pas Bandai. Lâché sur sa console 64 bits par les grandes écuries nippones, Nintendo investit dans une société britannique, auréolée de son succès critique et public sur Super Famicom, Rareware. Fort de cet investissement, les Anglais développent plusieurs studios en interne et sortent des titres majeurs à un rythme déconcertant. Nous sommes en 1999 et l'équipe en charge du rafraîchissant Blast Corps sort son second jeu, Jet Force Gemini. Alors que Juno boit tranquillement son café, la planète Goldwood se fait sauvagement attaquer. À peine le temps de s'en indigner que le vaisseau mère est absorbé par les forces de Mizar. Sa sœur Vela et Lupus le canin de la bande foncent vers leur capsule dans des directions différentes. Juno part en dernier vers Goldwood et découvre un monde ravagé et réduit en esclavage. Au fil du jeu, les 3 héros se croiseront avant de se réunir au palais de Mizar pour un ultime affrontement. Jet Force Gemini était un opéra galactique inclassable. C'est un third-person shooter sans en être un, qui emprunte aussi bien au shoot qu'à Zelda ou Metroid, dans un résultat qui semble être celui d'une longue maturation de culture vidéoludique. Jet Force transpose le scroll horizontal des shoots 2D en 3D, dans des univers ouverts. On se sent libre, mais la gâchette R enfoncée, on passe aussitôt en mode shoot 3D, tel Star Fox, Panzer Dragoon ou Sin and Punishment, sans le rail. Sous son enrobage boule de gomme, Jet Force est une carne, un de ces jeux à la difficulté capricieuse qui hausse le ton dans des moments les plus inattendus. Autre preuve irréfutable de l'esprit tordu des développeurs, la position des fourmis. Certaines portes ne peuvent être déverrouillées qu'après un nettoyage total de la pièce. Autrement dit, on vous incite à tout dégommer dans un jeu de massacre particulièrement violent. Mais souvent, on bute sur une fourmi, somnolent dans un recoin sourd de la salle. Encore mieux, une pièce du jeu vous force pour progresser à tuer des aliens sans défense. Mention spéciale aux sons qui retranscrivent de manière exagérée les démembrements. Bien gore, on sent la chair fraîche se désolidariser des os pour finir dans une bouillie sanguignolante.
Et Rare suggère, car tout est mignon en dehors. Jet Force pousse plus loin le sadisme avec les fameux nounous. Réduits en esclavage par Mizar, il faut les sauver, à la manière des Jinjos dans Banjo-Kazooie. À la différence près qu'ils sont vulnérables et toujours placés au cœur du carnage. Le studio de Twycross en a fait des sortes de peluches aussi mignonnes qu'insupportables, histoire de nous narguer. Rare fait aussi du rare dans ses dialogues. Les possesseurs de N64 se souviennent sans doute de la verve de Cranky Kong ou des dialogues absurdes de Banjo-Kazooie et de son excellente traduction française qui rend hommage aux jeux de mots originaux. Jet Force va plus loin et rend encore plus idiote la version anglaise mais s'accorde parfaitement avec l'esprit du jeu. La team anglaise savait donner un supplément d'âme à ses titres, et l'atmosphère est justement le point fort de Jet Force. La direction artistique atteint ici un zénith sur la console Nintendo. Qu'il s'agisse des musiques, de la conception des mondes, tout fusionne parfaitement malgré les limites du support. Les terrains à défricher sont immenses, même aujourd'hui. Jet Force renvoyait Hyrule à une petite bourgade de province. Ici, tout est monumental, en plus de la beauté planante qui s'en dégage. Certains endroits, sans véritable challenge, contribuent à l'excellence de cette atmosphère onirique. Comme Passage, un long pont suspendu sur une mer infinie, la possibilité de retourner dans le vaisseau mère, détruit où subsistent quelques cendres et ennemis échoués à jamais dans l'épave spatiale, les carrières où des esclaves sortent mécaniquement des mines, sans aucune possibilité de les sauver, et surtout les ruines aquatiques. Dans Jet Force Gemini, chaque environnement a une âme bien particulière. Qu'il s'agisse du gameplay, du level design et plus généralement de l'identité des univers approchés, Rare propose quelque chose de tranché. Les couleurs jouent aussi un rôle considérable et tous possèdent une palette qui leur est propre. Goldwood est verte et orangée avec ses lianes et sa terre battue. Cerulean d'un bleu profond avec ses pierres poreuses et ses plaines désolées. L'univers qu'on aura souvent comparé à Starship Troopers n'a en fait rien à voir. Pas de désert aride, mais des jungles humides, des forteresses rongées par le temps, des marais, des palais carrelés, dans une fusion de culture et de genre qui donne à Gemini son goût nature. Les vaisseaux aussi ont une couleur de base, qui vient toujours parasiter la planète où ils atterrissent. La couleur est aussi musicale. Un certain Robin Binland n'y est pas étranger. Binland s'est illustré avec Donkey Kong Country, GoldenEye, Conker's Bad Fur Day, Star Fox Adventure, Cameo, ou plus récemment Viva Piñata. Binland symbolise la maîtrise totale de la N64 par Rareware, en composant avec une architecture sonore limitée. Goldwood et sa musique tribale, Icor et ses trompettes martiales. Pour l'anecdote, Robin est aussi à l'origine du scénario et des dialogues de Conker's Bad Fur Day. En 1999, Rare sortait la même année ce qui allait être techniquement les plus beaux titres de la console jusqu'au prochain cru, Donkey Kong 64 et donc Jet Force Gemini. Si Donkey était plus fin et encore plus détaillé, le shoot aventure impressionnait par la qualité de ses reflets. Ce Retro & Magic fait écho à celui de la semaine dernière sur la série des Jetman, car Jet Force Gemini entretient discrètement quelques points communs avec la première série des frères Stamper. Déjà dans son titre, Jet Force fait naturellement penser à Jetman, mais quelques éléments viennent renforcer ce lien. Dans Jet Force Gemini, notre brigade intergalactique intervient dans plusieurs planètes hostiles, et le but est de s'en échapper, comme dans les Jetman. Le jetpack de nos héros consomme du gaz qu'il faudra utiliser à bon escient, comme dans Solar Jetman et Lunar Jetman. Enfin, Juno, Lupus et Vela doivent réassembler un vaisseau à partir de pièces éparpillées dans les différentes planètes avant d'affronter le boss final, comme dans Solar Jetman. Jet Force est aussi un condensé de ce qui faisait Rare et n'échappe pas aux détails et autres clins d'œil. Il est par exemple possible de shipper le gaz aux nounous en leur tirant dessus. Jet Force Gemini est un de ces chefs-d'œuvre oubliés. À sa sortie déjà, les nettoyeurs de fourmis extraterrestres n'avaient pas soulevé foule. Cet opéra intergalactique est pourtant un genre à lui seul. Team la plus ignorée de la maison Rare, c'est pourtant elle qui sut apporter un vent de fraîcheur sur 64 avec Blast Corps. Et encore une fois, en cherchant loin dans les racines du jeu vidéo, c'est elle qui se démarque avec Jet Force Gemini, un concept complètement original. Finalement, le reproche que l'on pourrait rétrospectivement émettre, c'est d'être sorti sur Nintendo 64. L'ultime console cartouche gérait mal les espaces ouverts et trop de polygones à l'écran ralentissaient le jeu, étouffant par instants sa nervosité et son intensité. Plus de nouvelles de Juno, Vela et Lupus depuis 12 ans. Des amateurs ont bien essayé de réaliser une suite sur PC sans jamais arriver au bout de leur projet. Aujourd'hui, le studio britannique laisse sa licence hiberner tranquillement et par occasion permet aux fans d'espérer voir une suite par clin d'œil interposé. Que reste-t-il de Jet Force ? La bande-son d'un Binland au sommet de son art, un concept unique et un level design raffiné. Ce Rare-là est un grand cru.
Mes bien chers geeks, mes bien chers geekettes, c'est déjà la fin de cette première leçon de japonais avec Benoît Sensei. Non, pas Benoît Sensei. Benoît Sensei, c'est parce que je suis pas entièrement con, c'est pour ça que... c'est pas grave. Donc, je vous rappelle, on a vu les voyelles aujourd'hui. A, I, O et O. Bon, les voyelles allongées, on fera ça... on n'a qu'à faire ça jeudi, hein, puisque ça tombe bien, je reviens. Et puis d'ici là, réviser A, I, O et O. Puis, des bisous avec un O.